Non, je pense que c'est en cours, ça va. Ouais. Je pense que ça a bugué un peu, mais ça devrait aller. Ok, très bien. Alors, je suis vraiment désolé pour cette interruption qui est... Je pense que mon ordinateur s'est planté, malheureusement. Donc, bon, ça n'est pas de notre faute, enfin, ça nous a permis de souffler un peu. Voilà, on en était là donc. Alors, comme vous pouvez le constater sur la diapo, une enquête part presque toujours d'une plainte ou d'informations fournies par des particuliers, des concurrents, ça peut être aussi des articles de journaux, ça peut être également des gens qui ont pris part à cette infraction-là et qui ne sont pas contents de ce qu'ils ont eu. Oui, cela malheureusement existe. Et la plupart du temps, c'est toujours une partie prenante dans ce schéma de fraude ou de corruption qui n'est pas content du deal, qui dénonce les faits. Alors, je ne vais pas juger ces jeunes-là, mais je veux dire, il existe pour cela une politique spécifique de protection des dénonciateurs, qui bien sûr encourage davantage les gens à dénoncer les irrégularités qu'ils rencontrent, mais ça ne les exonère pas de poursuites. C'est-à-dire un dénonciateur, bien sûr, est protégé par la banque tant qu'il est innocent, qu'il n'a pas pris part donc à ce schéma-là de fraude ou de corruption. Et bien sûr, ces plaintes-là sont plus que vitales pour notre travail. Alors, vous avez ici certains indicateurs majeurs. Vous avez bien sûr les fractionnements de marché. Alors, ces fractionnements de marché, comme vous pouvez le constater, peuvent avoir plusieurs objectifs. Ça peut, par exemple, éviter certaines revues, ça peut éviter la préqualification, ça peut éviter la revue a posteriori, ça peut éviter que la compétition ne devienne internationale, ça peut donc limiter le mode d'acquisition à un appel d'offres national au lieu d'un appel d'offres international, de sorte à favoriser des entreprises locales ou une entreprise amie. Donc ce fractionnement de marché peut avoir plusieurs objectifs. Ça peut même avoir un objectif tel que, bien sûr, on recourt à une consultation de fournisseurs à l'échelon national, si par exemple il est difficile de se procurer certains éléments, ou bien du fait du montant du contrat qui est assez faible. Donc ce fractionnement-là peut avoir plusieurs objectifs et souvent c'est douteux. La collusion. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la collusion représente de loin l'infraction la plus courante, mais malheureusement celle qui est le plus difficile à prouver. Et bien sûr, nous accordons une importance particulière à cela. Pourquoi? Parce que souvent, dans certains secteurs, il existe ce que nous appelons des cartels. Ça peut être des marchés des routes, ça peut être également certains marchés de construction, pour lesquels il faut carrément un ticket d'entrée pour pouvoir soumissionner. Vous verrez par exemple que dans certains pays, le marché des routes est contrôlé par 4 ou 5 entreprises et qu'on ne peut pas entrer dans ce cartel-là. Ce sont eux qui se partagent tous ces marchés-là. Et ce qui arrive, c'est que vous avez ces entreprises-là qui gagnent les marchés à tour de rôle. Une fois c'est moi, la prochaine fois ce sera vous. Et ainsi donc, ils gagnent à tour de rôle ces marchés-là. Souvent, ce qu'il y a, c'est qu'une entreprise prépare les offres pour toutes les autres concurrents, et selon ce qu'ils vont gagner. Bon, maintenant, si le marché est fractionné tel que je l'ai vu une fois en plusieurs lots, elles peuvent gagner à chaque fois un lot dans le cadre de ce marché-là. Il existait bien sûr un exemple dans un pays voisin, dans lequel le marché des routes est contrôlé par les entreprises locales. Lorsque les entreprises chinoises sont venues soumissionner, elles ont été disqualifiées pour diverses raisons. Alors, on a vu des entreprises chinoises dont le budget est certainement 10 fois le budget de l'État,
dans lequel c'était intervenu et qui ont été disqualifiés pour, par exemple, manque de capacité financière, personnel non qualifié. Et donc, vous avez une liste de 12 entreprises chinoises qui sont disqualifiées et 3 entreprises nationales qui sont retenues dans les 3 lots. Et là, c'est un indicateur de fraude qui a bien sûr été porté à notre connaissance et qui a déclenché une enquête de notre part. Bon, ça, c'était bien sûr flagrant de voir que des entreprises de très grand taille qui interviennent un peu partout dans le monde ont été disqualifiées au profit donc d'entreprises locales qui sont bien sûr inconnues. Donc, voilà pour ce qui est, voilà certains aspects de la collusion. Bien sûr, c'est assez vaste et les exemples sont divers et variés. Donc, comme je viens de l'indiquer, il y a des offres de couverture, pour pouvoir atteindre le seuil ou bien le nombre d'entreprises qui permettent d'avoir un appel d'offres. Vous avez des fois l'absence de soumission de certaines entreprises clés. Comme je dis, la rotation des offres et la répartition des marchés entre les entreprises. Et ça, malheureusement, c'est très connu, mais très difficile à prouver. Et ce système de cartel se perpétue et se nourrit de lui-même, malheureusement. Là, vous avez également certains indicateurs de collusion. Des fois, vous avez en face de vous différentes offres où la mise en page, la police, les unités, tout cela est très similaire d'une offre à l'autre et cela donne donc une indication claire que la même personne a préparé les offres pour toutes les entreprises vu que c'est lui qui va gagner cette fois-ci. Et ça, c'est assez clair des fois à constater. Vous avez des fois des rajouts identiques d'une même prestation qui n'est pas prévue dans le DAO. Et ça, bien sûr, ça saute à l'œil. Comment ça se fait que la même chose soit rajoutée dans les offres des soumissionnaires alors que c'est une prestation qui n'a pas été prévue. Des fois, il y a des modifications ou des erreurs identiques un peu partout. Et bien sûr, des oublis de toute nature, de sorte que même une entreprise qui est qualifiée se retrouve disqualifiée. Donc, ça peut être une garantie bancaire qui manque, une déclaration fiscale qui manque. Et cela fait qu'une entreprise qui est techniquement qualifiée, qui est financièrement très solide, se retrouve donc rejeté de cet appel d'offres. Cela est donc fait, bien sûr, exprès pour être disqualifié. D'autres indicateurs de collusion qui sont assez fréquents. On peut remarquer des fois des écarts de prix qui sont très importants pour des choses qui finalement dans le prix est connu sur le marché national, que ce soit le béton, l'acier, le fer. Donc il y a certaines rubriques pour lesquelles le prix est connu sur le marché national, mais vous verrez des écarts de prix qui sont énormes pour effectivement ne pas être le moins-disant et permettre à l'entreprise qui a été choisie de gagner, effectivement d'avoir le contrat. Les coefficients linéaires de majoration, ça aussi c'est une indication de fraude. Je pense qu'il y avait une investigation qui était devenue très connue, enfin aux Philippines, qui a fait grand bruit, un marché de route dans lequel les différences de prix entre les différents soumissionnaires suivaient une ligne donc linéaire. Donc ça se voyait très bien que c'était la même personne qui avait préparé les offres et qui avait utilisé des coefficients pour multiplier à chaque fois le prix et ne pas trop se fatiguer. Et à ce moment-là, si vous preniez les offres financières, par exemple pour certaines rubriques, vous pouvez avoir une régression linéaire qui est parfaite. Cela indique justement que la personne qui a préparé les offres n'a pas voulu se fatiguer. Il a pris un seul multiplicateur pour toutes les offres, de sorte à les faire varier sans trop se fatiguer. Donc ça, c'est aussi un indicateur. Si vous faites des analyses de prix, vous pouvez effectivement arriver à certaines conclusions, des conclusions pareilles. Alors, il y a également les offres qui sont inexplicablement trop proches ou trop éloignées pour des raisons qui sont difficiles à expliquer. Comme j'ai indiqué plus haut, certaines rubriques dont les prix sont connus, mais qui se trouvent inexplicablement élevées ou basses. Et bien sûr, les chiffres ronds. Il n'y a jamais d'offre, par exemple, à 424 000 $ net. Il y a toujours des virgules, des centimes, donc ça aussi, ça peut être un indicateur clé.
Alors donc, ce qui arrive, c'est que souvent ces mêmes soumissionnaires deviennent des sous-traitants. Donc vous me laissez gagner. Donc à tour de rôle, les entreprises peuvent gagner des lots au sein du même marché et par la suite recruter les autres comme soumissionnaires. Comme sous-traitants, pardon. Oui, comme sous-traitants. Donc voilà. Et il peut y avoir aussi collusion au sein du même marché. Comme je l'expliquais tout à l'heure pour les pompes qui ont été donc modifiées, la qualité a été modifiée, ce qui a conduit à des économies substantielles. Il y a aussi un autre exemple dont je peux vous parler, dans le même secteur d'alimentation en eau potable et d'assainissement, dans lequel l'entreprise de travaux et le bureau en charge de supervision se sont mis d'accord, de sorte que, alors les règles disaient dans le dossier d'appel d'offres, que pour déclarer un site infructueux en termes de forage, il faut forer jusqu'à 80 mètres. Si on arrive à 80 mètres et qu'on ne trouve pas d'eau, alors le site est déclaré infructueux. Maintenant, le bureau d'études et l'entreprise se sont mis d'accord que, arrivé à 40 mètres, si on ne trouve pas d'eau, on s'arrête, on déclare le site infructueux et on passe à un autre site. Sauf que, pour vous et nous qui ne sommes pas des spécialistes de l'hydraulique, forer jusqu'à 40 mètres ou 80 mètres, il y a une économie extraordinaire que l'entreprise réalise. Parce que pour aller au-delà de 40 mètres, c'est un matériel différent qu'il faut utiliser, c'est du personnel hautement qualifié qu'il faut utiliser, c'est beaucoup de dépenses. Alors vous imaginez sur un projet de 350 forages, si vous avez cette combine avec le bureau d'études pour ne forer que jusqu'à 40 mètres, c'est une économie extraordinaire que vous réalisez. Ce qui fait que si vous êtes sûr de pouvoir vous mettre d'accord avec l'entreprise, déjà lors de la préparation de l'offre, vous pouvez plonger en termes de prix. Sachant que ce ne sera pas si coûteux que cela de forer jusqu'à 40 mètres. C'est pour cela des fois qu'on trouve dans le secteur hydraulique des offres qui sont inhabituellement basses, parce qu'ils savent que par la suite, ils pourront se rattraper dans les forages. Bon, ça, je l'ai traité moi-même. Oui, ça fait l'objet d'une investigation que nous avons conduite au département d'IACD, effectivement. Donc, bien sûr, comme j'expliquais tout à l'heure, pour les substitutions des offres, lorsqu'il y a des retards. Ouf, pardon. Alors, pardon, les offres, la pollution. D'accord. Donc, justement, tout à l'heure, lorsque je parlais des retards dans l'évaluation des offres, cela, effectivement, malheureusement, peut donner une indication sur le fait que on est en train de substituer des pages où il y a collusion entre le directeur des marchés publics au niveau du ministère et une des entreprises. Donc, lorsqu'il y a des retards dans l'achèvement du rapport d'évaluation, ça peut donner bien sûr c'est un red flag. Si l'évaluation des offres prend une semaine au lieu de 2 jours, c'est que forcément peut-être qu'il y a des tractations en cours. Nous avons vu ça également, où une entreprise locale qui était proche de personnes politiques très influentes dans le pays. Donc cette entreprise était en collusion avec le directeur des marchés publics. L'évaluation des offres a pris plusieurs jours et ça leur a permis de retirer le bordereau des prix unitaires, de le changer, de le signer, paraffer et le remettre. Et cela a été porté à notre connaissance et nous avons bien entendu enquêté sur cela. Donc dès lors qu'une évaluation des offres dépasse la semaine, c'est mauvais signe. Voilà, ça veut dire justement que des tractations peuvent être en cours. Maintenant, lorsqu'une offre moins-disante est déclarée non conforme de façon injustifiée, c'est justement le cas que j'ai cité pour les entreprises chinoises. Je connais bien sûr ce problème-là, je veux dire, les Chinois se voient octroyer beaucoup de marchés sur le continent, partout dans les pays. Je ne défends pas particulièrement la cause des Chinois, mais je dis tout simplement que certaines offres ont été disqualifiées de façon injustifiée. Soi-disant, le personnel n'est pas qualifié, la capacité financière n'est pas là. Vous vous doutez bien qu'en Chine, ce ne sera pas forcément le cas. Donc ça, également, ça fait partie des indicateurs dont nous disposons. Alors, voilà.
je pense qu'on a fait un petit peu le tour des red flags. Peut-être, vu le temps, je peux vous donner la parole si vous avez des questions. Comme je vous ai dit, les indicateurs de fraude sont divers et variés. Ça peut effectivement prendre des heures pour faire un peu le tour de toute la question. Mais à ce stade-là, s'il y a des questions, je suis prêt à en prendre. Oui. Merci. Moi, j'ai deux préoccupations. Oui. J'avoue que quand je vous ai écouté, Oui. à ma qualité de société civile, je suis d'office disqualifié pour faire ce travail-là. Oui, ce n'est pas une fuite en avant, mais c'est tellement technique, pointu, que pour... Alors, donc je vous pose la question, à quel niveau nous, en tant qu'OSC, on pourrait s'insérer pour pouvoir répondre à votre attente à ce niveau-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, comment il s'appelle là? Comment percer le mystère des sous-tables et des pots de vin? Parce que généralement, ça se passe à huis clos entre 2 ou 3 individus. Alors comment... Voilà. Or, c'est là que ça part parce que, par exemple, quand on demande aux soumissionnaires par exemple, de donner 10% du montant total, il donne ce montant total, ces 10%-là, à coup sûr, il va récupérer ces 10%-là, soit en achetant des matériels de basse qualité, etc., etc., etc. Comment pénétrer ce mystère-là, ou quels sont ces signaux-là pour pouvoir détecter ce problème de sous-table ou pot de vin? D'accord. Bon, pour la contribution que peut avoir la société civile, ça peut bien sûr être la dénonciation des faits, parce que les sites des projets ne sont pas fermés, ne sont pas secrets. Rien n'empêche des ONG qui sont, par exemple, impliquées dans le secteur de l'eau potable ou de la santé ou de l'éducation, de visiter ces sites-là. Ce ne sont pas des sites secrets ou fermés au public, ce sont des sites qui sont publics. Donc, rien n'empêche les ONG, comme j'ai dit, qui interviennent dans ces secteurs-là spécifiques, de visiter. Ça, vous pouvez bien sûr le faire. Aussi, les ouvertures de plis lors les appels d'offres, elles sont publiques. Elles sont publiques. Ça, je ne vois pas ce qui empêcherait les gens d'y assister. Maintenant, pour ce qui est des sous-tables, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème, et ça nous a permis d'identifier à partir de ce moment-là un indicateur, qui est les avenants. Par exemple, au niveau de la banque et aussi dans les autres banques multilatérales de développement, tant qu'un avenant est inférieur à 15% du montant total du marché, l'avis de non-objection de la banque n'est pas requis. Le projet ou le pays est simplement tenu d'informer la banque qu'un avenant de 10, 11, 12, 13 jusqu'à 15% vient d'être établi. Alors effectivement, ça permet de récupérer des fonds qui auraient pu être utilisés pour les kickbacks ou pour les pots de vin. Ça peut aussi être le cas si jamais une entreprise doit plonger pour gagner le marché, elle peut récupérer avec un avenant qui va jusqu'à 15%. Donc cela est un indicateur. Si on voit des avenants à répétition qui interviennent dans un contrat en particulier, à ce moment-là, nous allons et nous enquêtons, nous regardons de près la procédure de passation de marché. Donc voilà pour répondre à votre question. Oui, je vous en prie. Moi, je voudrais intervenir au niveau de l'implication de la société civile pendant l'ouverture des offres. Moi, j'ai eu la chance de participer une fois à l'ouverture des offres qui a peut-être duré une semaine. Bon, je n'avais pas les informations en tant que telles. Et on nous demande, pour esprit de confidentialité des dossiers, souvent la société civile n'est pas acceptée dans ces genres de choses. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les techniciens qui sont sur les dossiers, eux déjà c'est l'État, ils sont tenus de garder secret. Alors que nous, la société civile, en tant que société civile, si on va, ce qu'on voit, on sort, on le dit même avant de publier les résultats.
ce qui fait que les États n'aiment pas trop que la société civile participe à ce genre d'ouverture, oui, des ordres, d'assister à choses. Comment nous pourrons faire pour vraiment accompagner et assister à nos États dans ce genre de trucs. Moi, c'est là que j'ai appris que ce matin, on a posé une question, pourquoi celui qui a le moins de 10 ans n'a pas été retenu. C'est là que j'ai su qu'on avait des dossiers, quelqu'un avait, le montant était vraiment acceptable, mais il fallait suivre des procédures avant d'accorder le marché à cette personne. Donc si on n'est pas techniquement, c'est pourquoi je reviens à l'intervention de Jack, qui se sent incapable maintenant, vu tout ce qu'on a donné. Si on n'a pas les informations vraiment techniques, je pense que ça peut causer des dégâts au niveau quand même de ces genres de procédures. Donc d'où le renforcement des capacités, encore une fois, de la société civile. Mehdi, avant de répondre, je peux peut-être vous aider en vous disant que vous n'êtes pas les enquêteurs. Si vous avez vu qu'il y a quelque chose, par exemple, qui n'est pas clair, c'est à vous, vous pouvez vous adresser à notre département, par exemple, pour dire qu'il y a quelque chose. C'est ce que je vous ai expliqué ce matin. Si vous avez une dénonciation à faire, mais qu'elle est bien motivée, etc., je ne sais pas pourquoi on ne va pas enquêter. C'est-à-dire que vous avez des craintes qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans l'affaire. Vous n'avez pas l'expertise, vous, pour enquêter cette affaire-là. Il faut maintenant vous adresser aux gens qui peuvent le faire pour vous, hein, pour votre compte. Hein. Et je pense que M. Moses voulait ajouter quelque chose aussi. Hein. Et puis on va vous donner la parole, Mehdi. Yeah, I think what we need to take out from this, the discussion we are having here, that we ought to separate two issues. Bid opening is normally public. The bank rules advocates that it has to be public, and anybody who wishes to be part of that opening session is allowed to be there. Beyond the bid opening, the evaluation remains confidential. And you have to separate the issue of confidentiality and transparency. There's a level of transparency which is needed in the entire process, while at the same time meeting the confidentiality of the bids which have been received, which means it's the prerogative of the evaluation committee to conduct that process in a manner that does not compromise the integrity of the process itself, while at the same time they have to remain confidential on who has submitted the bid. The names would have been announced during the bid opening, but how the bids are being evaluated remains confidential until the award is made. But in that process, if there's a red flag which shows that either the evaluation committee are not doing their work properly, you have the right as a civil society to actually whistleblow to the bank, so that the process can be stopped and we can be able to investigate what is happening behind that, because they could be hiding behind the confidentiality issue, but actually they are compromised in a way that the outcome will not be the preferred outcome of the evaluation exercise. À ce sujet-là, vous savez, nous avons pensé à beaucoup de choses, notamment à ce que un membre du personnel de la banque soit présent lors de l'ouverture des plis et garde une copie des offres, de sorte qu'une semaine plus tard, lorsque les résultats sont publiés et qu'il y a controverse, on dit « Ah, si jamais il y a des accusations ou des allégations de substitution, qu'on puisse comparer les offres avec celles que nous avions ». Donc ça, c'était une façon de s'assurer que par la suite, il n'y aurait pas de substitution de pages ou de modification des offres. Mais il s'est avéré que c'est extrêmement difficile à mettre sur pied pour la simple raison qu'on passerait notre temps à assister aux ouvertures de plis et qu'on ne pourrait plus travailler. Maintenant, éventuellement, par rapport à la technicité de certains dossiers, on peut éventuellement envoyer des ONG de ce milieu-là en particulier. S'il s'agit d'un projet d'hydraulique, une ONG qui s'occupe de l'eau potable. S'il s'agit d'un projet de santé,
des ONG qui sont impliquées dans le secteur de la santé. Ça peut atténuer l'effet, bien sûr, des risques de corruption qui existent ici. Oui, je vous en prie. Mais j'aimerais dire quand même, pour la plupart des appels d'offres, après attribution de marché, généralement, on envoie tous les dossiers, y compris les offres des soumissionnaires à la banque pour pouvoir donner sa non-objection. Donc, à cette occasion, on peut très bien vérifier toutes les offres de tous les soumissionnaires. Généralement, c'est comme ça que ça se fait. Après l'évaluation. Oui, après l'évaluation, mais la banque a la possibilité d'avoir les offres, y compris les concurrents. D'accord. Ah oui. Mais cela est fait après l'évaluation. Nous, on parle avant l'évaluation. Parce que durant ces jours-là que prend l'évaluation, les offres peuvent être modifiées. Oui, sans faire un dialogue avec vous, mais ça va être difficile puisque les prix sont annoncés directement. On dit telle offre, c'est tel montant. Les concurrents sont là, tout le monde note. Sur quoi ils peuvent jouer? Les prix unitaires. Les prix unitaires. C'est-à-dire, je peux... Compris, par exemple, si c'est au Niger, je sais de quoi. Moi, je fais plus de 100 marchés, hein, je connais. J'ai exécuté le projet. Donc, tous les prix, les cadres de devis estimatifs, on dit les prix en lettres, on lit en grand, haut, hein, devant tout le monde. Prix en lettres, en chiffres, pour chacun des soumissionnaires. Et on dit le montant global proposé. Voilà. Les concurrents sont là, chacun note. Pour telle entreprise, c'est ça. Pour telle entreprise, c'est ça. Et après avoir fini l'attribution, on envoie tous les documents à la BAD qui donne sa non-objection. Après ça, on envoie d'abord à celui qui est à l'entreprise retenue une notification pour dire qu'il a, voilà, qu'il a été choisi, qu'il est sélectionné. Et aux autres, on leur renvoie le truc pour dire voilà, ils n'ont pas été sélectionnés pour tel motif. Donc c'est vraiment, c'est très encadré, hein? Très encadré. Ce qui peut arriver est très simple. C'est que j'annonce les prix en public. Tout le monde prend note. Entreprise A, $1 million. L'entreprise 2, 1 million 100, 1 million 200. Sauf que lorsqu'on va se retirer en comité restreint pendant 3, 4 ou 5 jours pour évaluer les offres, c'est là où je peux substituer les pages du bordereau des prix unitaires. De sorte que, lorsqu'il y a différence entre le bordereau unitaire et le prix total, le bordereau unitaire faisant foi, je vais revenir au bordereau unitaire que j'ai eu l'occasion de modifier avant. C'est comme ça que je peux contourner les règles. Et c'est là où je peux effectivement disqualifier les entreprises qui ont été déclarées moins disantes lors de l'audience publique, bien sûr les disqualifier, et donc donner le marché à l'entreprise que je souhaite favoriser. Vous voyez comment je fais? C'est uniquement le bordereau des prix unitaires qui fait foi. Ah oui, please. Moses. Yeah, I think when we talk of the evaluation of the bids, I think this is the stage after the opening has been done. And during the opening, as a minimum, there's information which is provided to all the people who are in attendance in the bid opening hall or whatever room. Now, that information is the information now you'll use to help you to actually evaluate the bids themselves. In the process of evaluating the bids, there could be what we call correction of arithmetical errors. This information is passed back to the bidder himself, and the evaluation committee will wait until he accepts that true, these were errors in his bid. And it's only upon acceptance of the corrected bid price is when the evaluation committee can proceed. If he does not accept, then that bid is put aside. It's not being considered anymore. So the bidder has to accept whether the corrections which have been done rightly or wrongly, and he can state that by this, I stand by the bid price has been corrected or not. So if that has happened and is transparently done, I don't see why in the end and the award is being recommended, you should not go to the bidder who has been evaluated as the lowest cost evaluated bidder.
This is what the rule says. But what happens in practice, probably, we could have cases of whereby this is not done transparently or is not done in accordance with what the rules and procedures state. But I want to believe that that correction is normally done, and the bidder is given the opportunity to say yes or no, and whether you want to accept it or no. There are instances where, at the bid opening, you know, the bids are not evaluated. They are just announced in terms of the price they offered. At that stage, civil society may be present and may have had, for example, the prices that are quoted. Now, if, for example, one of the bidders that have quoted the least price eventually loses after the evaluation, they may tend to begin to feel that some kind of game has played during the evaluation process that, you know, saw the man that quoted the least price losing. So these are some of the critical points. So that at bid opening, it is important that those that attend the bid opening are given that kind of information to understand that it is not the fact that because somebody has quoted the least price means that person is the most responsive. There has to be an evaluation process. There is a possibility for even the prices that are quoted after adjustments, you know, to go up or down. So I think that is important. We have to make those clarifications at bid opening. The gentleman there wanted to ask a question. Oui. He never spoke. Merci bien. Mamadou Keita, ministre de l'équipement et des transports du Mali. Vous savez, ça c'est un problème que nous, de l'administration même, nous souhaitons, parce que ça nous met tellement de pression, nos souhaits est que la transparence du processus de dépouillement des offres puisse être avérée pour que tout le monde... Parce que il est extrêmement compliqué et à 75% des cas, on peut dire 75-80% des cas de plaintes contre les commissions de déploiement, on a beau travailler dans la forme normale, dans les règles de l'art. Il y a aussi des plaintes qui sont portées en l'encontre des commission qui marque énormément, ceux-là aussi qui travaillent dans les commissions de déploiement des offres. Moi, je pense que, par exemple, si la banque peut, dans le cadre des projets financés par la banque, évidemment, commettre un commissaire-priseur, si vos représentants ne peuvent pas participer à toutes les ouvertures des offres. Mais commettre un commissaire-priseur qui vient assister aux séances d'ouverture de plis et partir avec... voilà, ça peut mettre tout le monde dans la tranquillité, dans l'assurance. Mais moi, j'avoue, au niveau de l'administration, on a nous-mêmes souci et à trouver les meilleures formes pour qu'on ne puisse pas évoquer. Il y a beaucoup de suspicions autour de ça en réalité que c'est ça que je voulais dire. D'accord. Ben, vous savez, nous avons évoqué cela il y a quelques minutes. La possibilité d'avoir des représentants de la banque assister aux ouvertures de plis. Mais ça n'est pas possible. Il y a des centaines de projets et des centaines de contrats dans les projets. C'est pas faisable. Ça n'est pas faisable. Donc, ça, c'est une proposition qui n'est malheureusement pas réalisable. Sinon, on passerait notre temps justement à assister aux ouvertures de plis. Et bien sûr, il n'y a pas que cela comme travail. Donc, ça n'est pas réalisable. Commissaire-priseur. Oui, bon, écoutez... C'est un dispositif qui est malheureusement lourd à mettre sur place. Mine is a very simple question to the procurement specialist.
I want to know at this stage which information during the evaluation process that are communicated to all the bidders and which are communicated to only concerned bidders on issues that arise. Thank you. Yeah. With regard to what information we are supposed to communicate as the executing agency evaluating the bids back to the bidders, that will depend. If the evaluation committees cannot proceed with the evaluation because of one or two clarifications, that will be only addressed to the concerned bidder. Otherwise, after the opening, the process becomes confidential. No information is passed to any of the bidders until the award of the contract. However, if there are any issues pertaining to a particular bid, then it will be only addressed to the particular bidder. It will not be addressed to all of the bidders. So, after the bid opening, yes, there could be clarifications which would be, if they are going to address, they'll address to all the bidders. But once the bids are open, the process becomes confidential until the award of the contract. I hope I answered you, or you're not convinced. Now, regarding the issue of suspicion and whether the bidders should be comforted that the process is being handled in a manner that is preserves the integrity of the process, I think the bank rules and procedures is very clear that if a bidder, for any reason, feels aggrieved at the end of the entire process of evaluation under the word of the contract, he has a right to petition the government, the executing agency, and seek information on why his bid was not found responsive, or it was not the best bid amongst the bidders who had participated. This is what we call the debriefing. The executing agency has got that obligation to debrief the particular bidder who feels that his bid was not treated fairly. But what the rule says is that in debriefing the particular aggrieved bidder, you limit your information to his bid and not to the other bidders, which means you'll say the merits of his bid and what you feel that were not acceptable within his bids. So that debriefing is a facility within the rules and procedures to address this kind of issues arising out of the bidding process after the evaluation. If the aggrieved bidder is not satisfied, you still have another avenue, and that is to seek redress from the bank. The bank will now take over the debriefing to explain to you what is it that why your bid was not found responsive. So these are avenues to address those issues concerning the complaints coming from various bidders. So we have that facility. Merci Moses. Alors, je ne sais pas si on clôture, on prend encore deux questions. Il est 17 heures passées. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a pas de pause café aujourd'hui. Des refreshments, absolument, absolument. Alors, une dernière question de notre ami mauritanien. Oui, vous aurez cela. D'ailleurs, il y a des clés USB qui sont prévues à cet effet-là. Oui, ils ont mis, absolument. C'est déjà sur la clé que nous allons vous remettre. Donc, ce sera disponible pour tous les participants. Juste une dernière petite clarification pour notre ami du Niger ici. Tout à l'heure, juste pour m'assurer que vous m'avez bien compris. Le moment qui est crucial, dans lequel des choses peuvent survenir, c'est lorsque les offres sont remises au directeur des marchés publics au ministère et qu'elles sont mises sous scellé le temps que le comité se réunisse. Le même jour. Le même jour. Lorsque vous avez des marchés complexes qui nécessitent plusieurs jours pour travailler, pour parcourir toutes les pièces qui ont été... Oui, non, c'est la transmission au comité d'experts. Hein. Oui. Mais l'évaluation peut prendre 3-4 jours. Hein. Bien sûr, mais je peux par exemple organiser l'ouverture des plis un vendredi, si je le souhaite. Oui. Samedi, dimanche. Et lundi, commencer le travail du comité d'évaluation. Et pendant le week-end, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui. Là, vous avez... Très bien. Oui. Il y a des garde-fous. L'original est confié au président de la commission et les techniciens travaillent sur des copies. Mais quand il y a concussion, il y a concussion.
les évaluateurs, le président, les membres, tout ça. Très bien. Ben, écoutez, messieurs, dames, je vous remercie pour une journée très riche en débats, très riche en idées. Et je laisserai le soin donc à Madame Bosman de prononcer quelques mots en cette donc fin d'atelier qui s'achève aujourd'hui. Tout d'abord, notre collègue du Burkina, qui a dû partir un peu tôt, a laissé quelque chose, des observations. Ensuite, il a aussi émis des recommandations. Alors, je vais vous lire ça. Alors, comme première observation, il dit que la véritable limite, c'est que la banque n'a pas de pouvoir coercitif, c'est ça, sur les États. Mais cela peut être contourné par, tout d'abord, le durcissement des critères par une clause de lutte contre l'impunité des cas de corruption avérés. Deuxième chose, il dit que l'appui et le partenariat avec les sociétés civiles pour dénoncer et mettre à nu les cas de corruption sur ces opérations des autres cas. Alors, il recommande ensuite que pour lutter efficacement contre la corruption, la banque doit mettre l'accent sur les sanctions et la divulgation des mauvais élèves au niveau des États. Et deuxième chose, la banque doit également mettre comme critère déterminant dans le cadre le financement des États la lutte contre l'impunité des cas de corruption déjà en cours en leur sein. Alors, je pense que j'ai été fidèle aux observations et aux recommandations émises par le Burkina Faso. Okay. So, we have now come to the end of 3 days of workshop, where I think that we found that you have been very, very engaged with the bank. The first day, the second day, and this is the third day, it's been quite intense. We have not been able to cover as much as we would like, but there's a survey that says that you can only take a limited amount of information within a certain time, and we didn't want to put too much on you. We have taken also some lessons from this sort of workshop, and we believe that the next time we have something like this, we will be in a better position to serve you even better. I think that you may also have some evaluation papers that are supposed to be filled to tell us what we can do better. I think one of the things that we probably saw was that we may not have had enough time to go into issues as deeply as you would like us to have done. We also noted that perhaps the presentations, when we have presentations, they should not be very too detailed and too long, and we should rather spend more time discussing and getting ideas from the floor, because this is what we are here for, interaction. But all in all, I think that this has been very fruitful and enriching for all of us. We have learned a lot from the civil society organizations that have been here, the PIUs, and also, of course, we have learned quite a bit also from the commission, the anti-corruption commissions here represented by Liberia, and I think one or two others, and also some government officials from various ministries. We'd like to thank you all for the time and that you have come to share with us, for your expertise and for your patience with us. We have thoroughly enjoyed it, and we hope that you will be keeping in touch with the bank. I believe we have all of your addresses, just like you have our email addresses as well. Please, let's continue
to keep in contact with each other. And I think that I'd like you to leave with a note in your minds that there's a lot that can be done against corruption. There's a lot that is being done. And that you shouldn't see the little successes that you make as though you haven't done anything. In actual fact, you have done quite a bit. I would like to encourage you all in your various roles to be more engaged in what we are doing. Remember that we cannot do it alone, and that we all depend on one another to be able to actually make the fight against corruption really successful. So on this note, and on behalf of the organizers, I'd like to thank you all, and I'd like to also wish you all Godspeed when you're going back to your respective countries. And I hope that you have some time also to enjoy the wonderful hospitality of Ghana. So thank you very much. I think we should all clap for ourselves for being very good. Thank you very much. Alors, et bon voyage à tout le monde. Je vous souhaite un très bon voyage et j'espère que vous avez le temps aussi de visiter un peu Accra. Je ne sais pas si vous n'avez pas le temps, c'est ça. La prochaine fois, je vous assure qu'on va essayer de nous organiser pour que vous avez le temps aussi de visiter Accra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay.